On ne savait pas son nom. Mais Rex était le nom de Londres. Et il était très, très, très aimable parce que quand on était parachuté en France, celui qui vous commandait, c'était Rex. On ne savait pas le nom de Jean Moulin, il s'appelait Rex. Vous revenez demain matin à 7 heures, je vous garde comme secrétaire. Bonsoir. Et il a claqué la porte. Ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. On a commencé avec moi. Sa mémoire est aussi intacte que son émotion. Daniel Cordier n'a rien oublié de sa première rencontre avec Jean Moulin, ce héros de la Résistance dont il fut le secrétaire particulier. Il nous reçoit dans son appartement cannois, au milieu de ses objets d'art, de ses livres et de ses souvenirs. Ma famille, ça a été compliqué parce que mon père et ma mère ont divorcé quand j'avais environ 3 ans. C'est ma mère qui a divorcé parce que mon père était dans une affaire de famille, c'est-à-dire on vendait du café dans toute l'Europe et il voyageait presque toute l'année pour vendre différents styles de café. Et je suis allé habiter à Bordeaux chez ma grand-mère, qui avait une très jolie maison, jardin, etc. Daniel Bouijoux-Cordier est né le 10 août 1920 à Bordeaux, rue Terre-Nègre. Il grandit dans une famille aisée, royaliste et antisémite. Ses grands-parents sont de riches négociants installés place du Palais. Très vite, son enfance est marquée par le divorce de ses parents, deux clans qui s'affrontent. Le petit garçon va trouver refuge chez sa grand-mère. C'était ma grand-mère qui occupait toute ma vie. Elle était très drôle, elle était américaine, elle était très... Je l'aimais beaucoup. C'était un être très vivant, très amusant. Et je pense que tant que ma mère ne s'est pas remariée, je ne comptais pas à ses yeux. Évidemment, j'étais le fils de l'homme qu'elle détestait ou qui l'a trompé. Après des années de procédure, René Bouijoux récupère son fils et le place dans un pensionnat catholique d'Arcachon, le Collège Saint-Elme. Nous sommes en 1928. Commencent alors 8 longues années d'internat. La discipline est stricte et très encadrée. Je vous parle de collège religieux, où j'ai passé pratiquement mon enfance, à Saint-Elme. Nous étions tous pratiquement pensionnaires. La vie là-bas était assez simple, parce que, j'ai calculé, on parlait, ça devait faire 1h15, 1h30 par jour. Du bassin d'Arcachon aux Pyrénées. À 18 ans, Daniel Cordier se brouille avec son père. Il décide alors de se replier dans la maison familiale de Bescat, en vallée d'Ossau. Ce fut la période la plus heureuse de sa jeunesse. Ma mère s'est remariée à Pau avec un homme qui était un ancien combattant très jeune, Cordier, et qui était dans les affaires et tout ça. Quand elle s'est mariée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a repris
à ma grand-mère. C'est une autre vie parce que d'abord ce n'est plus Bordeaux, c'est Pau. C'est les Pyrénées parce que mon beau-père était un ancien combattant de la guerre de 14 et il avait été mutilé. Il m'a adopté après la guerre. Quand je suis revenu de 5 ans de séparation. Au fond, c'est ça la vie. C'est que quelquefois c'est très simple, d'autres fois c'est un petit peu plus compliqué. Cette existence privilégiée s'achève en 1940 avec la débâcle de l'armée française. Le 17 juin, le jeune Daniel, fervent patriote et militant d'extrême droite, se trouve à Bescate. Il se prépare à écouter le discours du maréchal Pétain, une scène qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Ah ben nous étions tous les trois debout devant notre radio. Nous avions une radio pick-up, enfin, mais qui était sur une commode, enfin, c'était assez grand et tout ça. Et on nous avait annoncé que Pétain devait parler à 12h30. Alors je suis monté là-bas, je lui ai dit, mais maman, réveille-toi, parce qu'il y a Pétain qui va parler. Elle a pris son peignoir, elle est descendue avec nous pour écouter le maréchal Pétain, qui annonçait que la guerre était finie, que l'on avait perdu, qu'il avait demandé la paix aux Allemands. Et je me souviens, ma mère s'est effondrée dans les bras de mon beau-père. J'ai grimpé au premier étage, je suis rentré dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit en sanglotant. Au bout de, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je me suis relevé et je me dis, mais c'est pas possible. On va gagner la guerre. Déterminé, le futur résistant décide de partir à Pau. Il y rassemble une quinzaine de ses camarades qui partagent ce refus de la défaite. Puis direction Bayonne, où le groupe d'intrépides embarque 3 jours plus tard sur un navire belge. Pensant rejoindre l'Afrique du Nord, c'est en Angleterre qu'ils arrivent. Très vite, ils découvrent l'existence du général de Gaulle. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. 7 juillet, je crois, le général de Gaulle viendrait nous voir. Alors, une, deux, un demi-tour droite, etc. On disait, mais il faut au moins que vous lui montrez que vous cherchez marcher au pas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec lui si vous ne savez pas marcher au pas, etc. J'avais la chance d'être au premier rang parce que j'avais une cravate, une chemise propre et tout, qu'on m'avait mis au premier rang. Et puis, il a fait le tour, il s'est mis au garde à vous et il nous a dit, je ne vous féliciterai pas d'être venu, vous n'avez fait que votre devoir. Ça, je n'étais pas tout à fait d'accord. On ne peut pas dire ça à des enfants qui viennent s'engager. Des adolescents qui vont suivre un entraînement militaire intensif à Londres. Daniel Cordier fait partie des plus motivés quand un camarade lui offre enfin la chance de sa vie. Et alors, j'ai appris, c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était dans les services secrets et il cherchait à recruter des gens pour être parachutés en France. Et alors, bon, je peux vous dire que je me suis arrêté devant lui, j'ai claqué les talons comme jamais dans ma vie, j'ai salué dans la perfection, enfin, je suis sûr que tout, j'étais prêt à m'enlever au ciel. La seule chose que je savais, je ne connaissais pas du tout les détails, c'est qu'on allait se battre
parce qu'on quittait l'Angleterre et on allait en France. Pour moi, il fallait battre les Allemands. Ça, c'est cette idée-là que les Allemands ne nous ont pas battus, c'est nous qui devons les battre. Un mois plus tard, le jeune volontaire est engagé dans les services secrets de la France libre. Formé aux techniques de sabotage et de radio, il va apprendre à devenir un soldat, puis un espion. J'étais parachuté près de Lyon et on m'a fait venir à Lyon et je devais être le secrétaire de Georges Bidault. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais c'était un journaliste très connu à l'époque, etc., et qui était dans la résistance, parce que je vous parle en ce moment les gens de la résistance. Et alors, Bidault était à Lyon, et Moulin, on ne savait pas le nom de Jean Moulin, il s'appelait Rex. C'est dans cette pièce où je l'ai rencontré la première fois sans savoir ni son nom ni rien du tout, et où il m'a dit, c'est ça, il m'a souri, il m'a dit, mais est-ce que vous êtes libre à dîner ce soir? J'étais stupéfait de cette chose. J'ai dit oui, bien sûr, et tout ça. Et attendez-moi à 7 heures dans ce bistrot. Et à 7 heures, je vais dans ce bistrot. Et à 7h01, Jean Moulin arrive. Et alors, il a commencé à me poser des questions. Il me dit, mais pourquoi êtes-vous à Lyon? Alors je lui ai expliqué pourquoi j'étais à Lyon, pourquoi j'avais été parachuté, pourquoi je m'étais engagé dans la France libre, etc., etc. Et alors ça a duré le dîner. Il m'a dit vers, je crois, 11h du soir, vous revenez demain matin à 7h, je vous garde comme secrétaire. Bonsoir. Il y avait quelque chose à l'époque, dans mon élégance, dans mon sourire, dans je ne sais pas quoi, qui faisait que les gens qui avaient besoin d'un secrétaire se disaient pourquoi pas celui-là. La séduction opère d'emblée entre les deux hommes. Jean Moulin est le représentant personnel du général de Gaulle en France. Daniel Cordier va gérer le courrier et les liaisons radio avec Londres. Des mois de travail dans la clandestinité. Avec Jean Moulin, il avait fait de moi, enfin théoriquement, un marchand de tableaux, quand même quelqu'un qui s'intéressait à la peinture parce que dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, enfin, ou des présences ou des choses comme ça, où il y avait trop de monde et tout, instantanément, il parlait de peinture. Il parlait de Cézanne, il parlait de Renoir, il parlait de peinture, et qu'ils allaient me montrer, qu'on allait regarder ça, etc., etc. Ça montrait que c'était quelque chose qui était notre vie, à tous les deux. Mais il avait peur que nous soyons écoutés, que nous soyons entendus, etc. C'était quelqu'un de très, très prudent, très prudent. C'était un homme qui avait deux parties. Il y avait l'homme de travail, très dur, impeccable. Il fallait que tout soit fait, et bien fait. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il était très élégant. Et c'est drôle parce que c'est un homme de province, c'était une famille de Provence à côté d'Avignon. Mais il était toujours très élégant, très bien habillé. Il voulait être artiste peintre quand il avait 17 ans. Et c'est son père qui l'a obligé
à être préfet. Et puis, quand il vous regardait, il avait un sourire. Vous comprenez? Parce qu'il y avait deux personnages. Il y avait l'homme qui avait une responsabilité, et ça se passait dans son intérieur. Et là, il fallait que je sois à la question. Il fallait... On avait 1 heure ensemble, on avait 2 heures ensemble, on avait 3 heures s'il y avait des choses très très importantes, etc., etc. Mais ça, il fallait que ça soit fait. Et là, c'était pas pour rire. Durant près d'1 an, Daniel Cordier sera le plus fidèle collaborateur de Jean Moulin. Jusqu'à son arrestation en juin 1943, il n'apprendra sa mort que bien plus tard. Un jour, Meunier m'a dit que sa sœur, la sœur de Jean Moulin, lui avait dit, c'est à l'automne 1944, et elle m'a dit qu'il était mort. Et alors, bon, on ne savait pas très bien comment, etc., etc. Et il a été massacré par la personne qui l'a arrêté à Lyon, qui l'a torturé. Il était très très mal. Et l'homme de la Gestapo qui l'a massacré à Lyon l'a emmené dans sa voiture, parce qu'on lui avait demandé de l'emmener à Paris. Et Jean Moulin est mort dans cette voiture. Inconsolable, Daniel Cordier vient de perdre l'homme qui a bouleversé sa vie. C'est lui qui l'a initié à la politique, aux idées et même à l'art. J'ai découvert qu'il adorait la peinture, et si bien que je me souviens qu'un jour, des mois après le travail en commun, il m'a dit un jour, mais vous verrez, quand ça sera fini, je vous emmènerai au Prado et vous verrez ce que c'est que de la peinture. Je me souviens très très bien. Et je suis allé au Prado. Et effectivement, je n'étais jamais rentré dans un musée. La peinture ne m'intéressait pas, mais j'ai découvert que c'était quelque chose de miraculeux. Et au fond, j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire grâce à la peinture. À la Libération, Daniel Cordier ne veut plus entendre parler de la guerre. Pas question pour lui d'être un ancien combattant. Il doit donc s'inventer une nouvelle vie, et c'est vers la peinture qu'il se tourne. Quand après la guerre, je cherchais une situation, je n'avais pas d'argent, et j'avais une très chère amie. Je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais me donner une des places d'huissier? Ça l'a fait rire. Il m'a dit, mais non, il faut que tu sois marchand de tableaux. Le voici donc grand amateur d'art contemporain, l'un des plus réputés dans les années 50 et 60. Daniel Cordier ouvre des galeries à Paris, New York et Francfort, puis il fait don de son immense collection au Centre Pompidou ainsi qu'au Musée d'art moderne de Toulouse. Il expose des artistes majeurs comme Dubuffet, dont il deviendra le représentant officiel. Quand par exemple, Dubuffet, à qui j'avais été présenté, tout ça, était d'accord pour que je devienne son marchand, il m'a dit, mais si un jour vous avez une grande galerie, c'est-à-dire de 400 mètres carrés, dites-le moi, je deviendrai votre peintre. Je voudrais avoir des artistes qui soient à moi et que je paie chaque mois
et dont j'ai toute la production. Voilà, que ce soit du buffet, que ce soit tout ce que j'ai eu. Le principe, je les paie chaque mois et j'ai la production de tous les mois. Voilà. Alors évidemment, c'est pas loin de vous dire que je suis resté marchand 8 ans et que quand j'ai fini, j'avais vendu quelques tableaux, mais enfin, j'avais des milliers de tableaux. Vous n'avez pas fait votre travail. Non, 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 mais je regrette. Vous manipulez toujours les témoignages. Et il faut tout de même le dire ce soir. En 1977, l'ancien secrétaire sort de son silence, choqué par les propos qu'il vient d'entendre sur un plateau de télévision. Henri Freinet, chef du mouvement Combat, vient d'accuser Jean Moulin d'avoir été un agent soviétique. Daniel Cordier se lance alors dans l'exploration méthodique des archives de son ancien patron, attaqué de toutes parts. C'est le livre de Freinet. Ce petit livre qui est paru, vous savez, il me l'a donné. C'était très court, c'était peut-être 150 pages, 200 pages, mais c'était une attaque misérable contre Moulin. Il disait que parmi la fin des accusations qu'il fait, il dit que peut-être il est juif, peut-être il est... Enfin, etc. Enfin, il y a quelque chose de... C'est mal. Mais ce n'est pas possible de l'entendre parce que c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit sur Jean Moulin à la fin de son livre, vous pouvez feuilleter son petit livre, etc. Vous avez, je crois que c'est les 2 ou 3 dernières pages où il dit que Jean Moulin, etc. Enfin, c'est ça qui m'a obligé à écrire ce livre. Là, vous êtes devenu l'historien biographe de Jean Moulin. Absolument, mais parce que j'ai dit, mais écoutez, vous n'avez qu'à faire les historiens, mais les gens m'ont dit, mais l'historien, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux faire ce livre sur Jean Moulin. Daniel Cordier publie une monumentale biographie de Jean Moulin. Il écrit aussi ses mémoires de guerre et dévoile avec franchise ses erreurs de jeunesse. Comme celle d'avoir été antisémite, il se souvient parfaitement du jour où il en a pris conscience. La scène se passe à Paris, sous l'occupation. Je vois sur le côté gauche un homme et son fils avec l'énorme pancarte juif. Vous voyez, quand je me souviens de ça, j'ai envie de les embrasser tous les deux. Ça a été, et vous voyez, j'ai des larmes aux yeux. Ça a été un des plus grands chocs de ma vie. Parce que nous, j'étais antisémite, j'étais les juifs. Et là, ces hommes, ce père et son fils, qui étaient des Français comme moi, comme nous tous. À 97 ans, il est l'un des derniers compagnons de la libération encore en vie. Un homme que rien ne prédestinait à suivre le chemin de la résistance. C'est le hasard qui m'a donné une toute autre vie. Toute autre vie. Ouais. Mais je ne regrette pas. Si c'était à recommencer, je ferais exactement pareil tout ce que j'ai fait. Ça, je peux vous l'assurer. À l'assurer.
Ça, c'est la première chose dans la vie, c'est d'être libre. Et donc, si c'est difficile, il faut se battre pour être libre. Parce que il n'y a pas de vie qui ne soit pas libre. Singulière trajectoire que celle de Daniel Cordier, ce résistant de la première heure, un combattant de la liberté qui a su toute sa vie rester fidèle à la mémoire de Jean Moulin.